Depuis le hublot, il y a un moment qui tend à mettre mal à l'aise lorsque, en plein vol, en regardant vers l'aile, il devient impossible de ne pas remarquer à quel point elle se courbe, et la question surgit presque d'elle-même. Si les ailes d'un avion se courbent autant en vol, cela ne signifie-t-il pas qu'elles sont au bord de se rompre? En croisière, les extrémités de l'aile peuvent s'élever de plusieurs mètres au-dessus de leur position au sol, et dans les turbulences, cette flexion devient encore plus évidente, au point d'attirer inévitablement l'attention. En le voyant, on a l'impression qu'une structure devrait rester ferme, immobile, et que si quelque chose se courbe sous charge, c'est parce qu'elle est en train de céder. Mais en aviation, cette intuition échoue parce que les ailes ne se courbent pas parce qu'elles sont en train de céder, mais parce qu'elles travaillent dans le cadre de leur comportement normal, de sorte que cette courbure visible n'est ni une déformation permanente, ni un symptôme d'une contrainte hors de contrôle, mais une réponse élastique qui reste dans des limites soigneusement calculées. Cela se produit parce qu'une aile n'est pas une plaque rigide boulonnée au fuselage, mais une poutre en porte-à-faux ancrée à sa racine, qui s'étend vers l'extérieur en supportant des forces énormes, et en vol, la portance la pousse vers le haut, avec une intensité qui dépasse largement son propre poids, jusqu'à ce que la flexion apparaisse comme le résultat naturel de cette charge. Par conséquent, cette flexion fait partie de l'équilibre, puisque la structure peut l'absorber sans entrer dans le domaine plastique, c'est-à-dire sans subir de dommages permanents. Tant qu'elle reste dans le domaine élastique du matériau, l'aile peut se courber et retrouver sa forme d'origine encore et encore sans compromettre son intégrité. Mais derrière ce mouvement apparemment simple, agit un ensemble de forces qui ne sont pas toujours évidentes à première vue. Si les ailes se courbent de manière si visible pendant le vol, quelles forces agissent réellement sur elles? Sur toute son envergure, l'air pousse l'aile vers le haut de manière continue, générant une charge qui n'arrête pas d'agir un seul instant et qui, en vol de croisière, peut atteindre des dizaines de tonnes, cherchant constamment à la soulever. Pour comprendre comment cette charge se transmet le long de l'aile, il convient de la considérer du point de vue structurel pour ce qu'elle est réellement. Une poutre en porte-à-faux solidement ancrée au fuselage à sa racine qui s'étend vers l'extérieur sans support supplémentaire, de sorte que la manière dont les forces se répartissent sur toute sa longueur détermine la façon dont elle réagit dans son ensemble. Dans le cadre de cette structure, en vol, la portance n'agit pas en un seul point, mais se répartit sur toute l'aile, où la pression de l'air sur le profil génère une force ascendante qui varie selon la position le long de l'envergure, généralement plus importante près de la racine et plus faible vers l'extrémité. Bien que dans son ensemble, elle produise une résultante qui pousse l'aile vers le haut avec une intensité considérable. Pendant ce temps, le fuselage, les passagers, le carburant et la charge exercent leur poids vers le bas, concentrés principalement au centre de l'avion et non aux extrémités de l'aile, de sorte que le système fonctionne comme un ensemble dans lequel l'aile supporte le poids du fuselage grâce à la portance, jusqu'à générer ce que l'on appelle en ingénierie le moment fléchissant. Le moment fléchissant est essentiellement la tendance d'une structure à se courber sous l'action de forces qui agissent à une certaine distance de son point d'appui, de sorte que, dans le cas de l'aile, la portance qui agit vers le haut tente de la faire pivoter autour de la racine. Et plus la force est grande et plus la distance par rapport au point d'ancrage est importante, plus le moment généré est élevé. Ce moment n'est pas uniforme le long de l'aile. Il est maximal à la racine, où la structure doit résister à la somme de toutes les charges qui agissent sur toute l'envergure, raison pour laquelle la zone de jonction entre l'aile et le fuselage est considérée comme l'une des régions structurellement les plus critiques de tout l'avion. Lorsque l'aile se fléchit, la partie supérieure entre en compression et la partie inférieure en traction, suivant le même principe que celui observé sur une poutre soumise à une charge, tandis que les matériaux sont préparés pour supporter ces contraintes dans leur domaine élastique, c'est-à-dire se déformer sans subir de dommages permanents. Comme résultat de tout cela, la flexion visible que nous observons depuis la cabine n'est tout simplement que la manifestation macroscopique de ce moment fléchissant, de sorte qu'au sol, l'aile présente généralement une légère flèche vers le bas due à son propre poids, tandis qu'en vol, la portance inverse cette courbure et la soulève. Lors de manœuvres avec un facteur de charge plus élevé, comme un virage prononcé, la portance augmente et la flexion peut devenir encore plus évidente.
C'est pourquoi rien de tout cela n'est accidentel, mais le résultat direct de la manière dont les forces aérodynamiques interagissent avec une structure conçue pour travailler sous charge. Et pourtant, si l'aile supporte des forces aussi énormes à chaque vol, un doute inévitable surgit. Pourquoi ne la conçoit-on pas complètement rigide pour qu'elle ne se courbe absolument pas? À première vue, il pourrait sembler qu'une structure complètement rigide offrirait une plus grande sécurité, mais en pratique, éliminer la flexion implique d'assumer des compromis qui affectent directement le poids, l'efficacité et la manière dont l'aile réagit aux charges. Pour réduire au minimum toute déformation visible en vol, il serait nécessaire d'augmenter considérablement la section structurelle de l'aile, d'incorporer davantage de renforts, d'employer une plus grande quantité de matériaux et d'augmenter l'épaisseur des longerons et des nervures, ce qui se traduit inévitablement par une augmentation du poids qui, en aviation, n'est jamais neutre, parce que toute augmentation de masse exige davantage de portance pour se maintenir dans l'air. Mais davantage de portance implique une force ascendante plus importante agissant sur l'aile, ce qui accroît le moment fléchissant à la racine et augmente les charges que la structure doit supporter. Ainsi, en cherchant à éliminer la flexion au moyen d'une rigidité extrême, on entre dans un cycle inefficace dans lequel chaque augmentation de poids oblige à renforcer encore davantage la structure. Après ce cycle inefficace, la solution ne consiste pas à rendre l'aile rigide comme une barre massive, mais à la concevoir pour qu'elle travaille dans son domaine élastique, où l'ingénierie des matériaux distingue entre déformation élastique et déformation plastique. Dans ce régime, le matériau peut se déformer sous charge et retrouver sa forme lorsque les forces disparaissent, tandis que si les contraintes dépassent certaines limites, la déformation cesse d'être réversible et commence à impliquer un dommage permanent. Dans ce contexte, les ailes des avions sont conçues pour fonctionner en permanence dans le domaine élastique, de sorte que la flexion que nous observons en vol est une réponse normale aux charges aérodynamiques et lorsque l'avion atterrit et que la portance disparaît, l'aile revient à sa position initiale sans subir de dommages ni d'effets structurels appréciables du simple fait de s'être courbée. Cette flexibilité n'est pas seulement tolérée, elle est aussi bénéfique. Car une structure capable de se déformer de manière contrôlée peut absorber de l'énergie et mieux répartir les contraintes. Ainsi, face à une rafale ou à une turbulence, l'aile flexible ne transmet pas instantanément toute la charge à la racine comme le ferait une structure rigide, mais une partie de cette énergie s'accommode sous forme de déformation élastique, réduisant ainsi les pics maximaux de contraintes. En outre, l'aviation commerciale est soumise à des cycles répétés de charge au cours d'innombrables vols. Chaque décollage, chaque atterrissage et chaque manœuvre introduit des variations dans l'effort structurel, de sorte que la conception doit prendre en compte la fatigue à long terme. Les structures qui concentrent les contraintes en des points spécifiques tendent à subir une usure plus rapide, tandis que celles qui répartissent les charges grâce à une flexibilité contrôlée peuvent préserver leur intégrité pendant des décennies. Cela ne signifie pas que l'aile soit molle, ni qu'elle se courbe sans limite, car la flexion est soigneusement calculée et la relation entre rigidité et élasticité est déterminée au moyen d'analyses structurelles avancées, de simulations et d'essais physiques, dans le but de trouver l'équilibre optimal entre poids, résistance et capacité d'absorption des charges. Dans ce contexte, si la flexion fait partie de la conception et qu'elle est maîtrisée, alors il existe nécessairement une limite claire, un point à partir duquel la déformation cesserait d'être élastique et où le risque structurel commencerait. Et comment détermine-t-on exactement cette limite qui ne doit jamais être dépassée? Lorsqu'on parle de la limite structurelle d'une aile, il ne s'agit pas d'une estimation visuelle ni d'une appréciation subjective, mais de valeurs définies au moyen de facteurs de charge et de marges de certification extrêmement précis dans le cadre de ce qu'on appelle en ingénierie l'enveloppe de conception. Pour comprendre comment cette limite est établie, il est fondamental de prendre en considération le facteur de charge, normalement exprimé en multiple de la gravité, ou G. En vol rectiligne et en palier, l'avion est soumis à un G, ce qui signifie que la portance générée par les ailes est exactement égale au poids de l'avion. Mais lorsque l'avion effectue un virage prononcé, monte sous forte charge ou traverse une rafale, la portance doit augmenter pour maintenir le contrôle. Et cette augmentation se traduit par un facteur de charge supérieur à 1. Dans un cas concret, lorsque l'avion subit 2G, les ailes génèrent approximativement le double de la portance nécessaire en vol en palier,
ce qui implique une augmentation proportionnelle des charges structurelles et, par conséquent, une flexion visible plus importante. C'est à partir de ces charges que sont établis les critères formels de conception. Et dans ce contexte, la certification définit deux références fondamentales, la charge limite et la charge ultime. La charge limite étant le niveau maximal d'effort que l'avion peut subir dans des conditions d'exploitation normales sans souffrir de déformation permanente, ce qui définit le cadre structurel dans lequel il doit fonctionner tout au long de sa durée de vie. La charge ultime, en revanche, se situe approximativement 50% au-dessus de la charge limite, ce qui implique que la structure doit être capable de supporter ce niveau d'effort sans se rompre, même si elle peut subir une déformation plus marquée. Étant entendu qu'il ne s'agit pas d'une condition d'exploitation normale, mais d'une marge de sécurité qui garantit que, même si les scénarios prévus sont légèrement dépassés, la structure ne défaillira pas de manière catastrophique. Et ces marges sont validées au moyen d'essais physiques réels, au cours desquels, pendant les essais de certification, une aile complète est soumise à des charges progressives à l'aide d'actionneurs hydrauliques qui simulent la portance répartie, en appliquant des forces jusqu'à atteindre la charge limite, puis en poursuivant jusqu'à la charge ultime, de sorte que ce n'est que si la structure résiste sans se fracturer qu'elle est considérée comme conforme aux exigences. Au cours de ces essais, la flexion peut devenir très prononcée, au point que les extrémités de l'aile s'élèvent de plusieurs mètres au-dessus de leur position initiale, tandis que la conception est considérée comme conforme à la réglementation tant que la structure n'entre pas en défaillance structurelle. En exploitation réelle, l'enveloppe de vol de l'avion est définie de manière à garantir que la charge limite ne soit jamais atteinte, de sorte que les procédures, les vitesses maximales en turbulence et les restrictions opérationnelles existent précisément pour maintenir l'avion dans ce cadre sûr. C'est pourquoi, lorsque depuis le hublot, nous observons une flexion visible en croisière ou dans un virage, nous ne voyons qu'une fraction de la marge structurelle réelle. La courbure qui semble extrême se situe généralement bien en dessous de la charge limite et encore plus loin de la charge ultime. La perception humaine associe la flexion à la proximité de la défaillance. Mais en aviation, la flexion est intégrée à la conception et soutenue par des marges vérifiées expérimentalement. Et pourtant, il y a des moments où cette perception s'intensifie, surtout lorsque l'avion traverse des turbulences, et que l'aile semble réagir plus rapidement aux variations du flux d'air. Si l'aile est certifiée pour supporter des charges bien supérieures aux charges normales, pourquoi, en turbulence, peut-elle donner l'impression de se courber davantage que prévu, même lorsque tout reste dans les limites prévues? Ce qui se produit à ces moments-là, c'est que l'aile ne s'approche pas de la limite, mais qu'elle répond de manière continue à des variations rapides du flux d'air qui l'entoure. Lorsque l'avion traverse des zones d'air ascendant ou descendant, l'angle avec lequel le flux frappe l'aile change momentanément, ce qui provoque une augmentation temporaire de la portance et, avec elle, du facteur de charge. Lors d'une rafale, l'aile peut passer de 1 G à des valeurs supérieures en une fraction de seconde. Une augmentation qui n'est pas permanente mais transitoire et qui, pendant qu'elle se produit, accroît le moment fléchissant et rend la flexion plus visible. Si l'aile était complètement rigide, cette augmentation de charge se transmettrait presque immédiatement et de manière concentrée vers la racine, de sorte que la structure absorberait le pic sans se déformer de façon significative, mais avec des contraintes internes plus brusques, tandis qu'une aile flexible se déforme sous cette augmentation soudaine de la portance et cette déformation élastique agit comme un mécanisme naturel d'absorption de l'énergie. En se fléchissant vers le haut, l'aile modifie légèrement sa géométrie et l'extrémité peut subir une réduction effective de son angle d'attaque en conséquence de la torsion induite par la charge, un comportement propre à l'interaction aéroélastique qui contribue à limiter l'augmentation supplémentaire de la portance. Cet effet agit de manière passive, sans nécessité de systèmes actifs ni d'intervention du pilote, étant en essence la physique structurelle elle-même qui travaille en faveur de la conception. Ce comportement est connu sous le nom d'allègement dynamique des charges, un phénomène par lequel, au lieu de résister à la rafale avec une rigidité absolue, l'aile s'adapte, se déforme dans son domaine élastique et répartit l'effort sur l'ensemble de la structure, ce qui entraîne une réduction du pic maximal de contrainte à la racine et une réponse plus progressive face à la perturbation. Du point de vue du passager, cette réponse peut paraître visuellement intense,
Et depuis le hublot, l'aile semble réagir de manière dramatique à chaque secousse, bien que dans la majorité des cas, le facteur de charge reste dans des marges opérationnelles normales et que ce qui est perçu comme quelque chose d'extrême soit en général très éloigné de la charge limite structurelle. Dans ce même contexte, les pilotes disposent de vitesses spécifiques pour voler en turbulence, de sorte qu'en réduisant la vitesse, ils diminuent les charges qui peuvent être générées par une rafale et maintiennent la structure à l'intérieur de l'enveloppe de conception, en combinant les procédures opérationnelles avec la flexibilité structurelle pour créer un système robuste face à des conditions atmosphériques variables. Ainsi, la flexion cesse d'être interprétée comme un signe de faiblesse et en vient à être comprise comme une partie active du comportement de l'aile dans un environnement dynamique, capable d'absorber de l'énergie, d'atténuer les pics de charge et de protéger la structure à long terme face à des cycles répétés. Avec l'avancée de la technologie, cette capacité de flexion contrôlée est devenue encore plus visible. Et les ailes modernes, en particulier sur les avions de grande envergure, présentent en vol une courbure plus prononcée que les générations précédentes. Alors, quel rôle les matériaux modernes ont-ils joué dans la manière dont les ailes se courbent aujourd'hui ? Une grande partie de cette évolution a été rendue possible grâce à la façon dont les matériaux ont changé, permettant de concevoir des ailes capables de se déformer de manière plus contrôlée et plus efficace que dans les générations précédentes. Pendant une grande partie du XXe siècle, la structure des ailes a été dominée par les alliages d'aluminium. Ces matériaux offraient une combinaison équilibrée de résistance, de poids et de facilité de fabrication, bien que leur comportement structurel imposât certaines limites, car pour obtenir la rigidité nécessaire face aux moments fléchissants générés en vol, il était indispensable de recourir à des renforts internes significatifs tels que des longerons robustes, des nervures et des panneaux de revêtement plus épais, ce qui augmentait inévitablement le poids total de l'aile. Et le poids, comme nous l'avons déjà vu, est un facteur critique, parce que toute augmentation exige de générer davantage de portance et avec elle, d'assumer des charges structurelles plus élevées, de sorte que la conception devait constamment rechercher un équilibre délicat entre résistance et masse. L'arrivée des matériaux composites, en particulier de la fibre de carbone renforcée par résine, a transformé cette équation en offrant un rapport résistance-poids très supérieur à celui de l'aluminium et en permettant en même temps d'ajuster la rigidité de la structure de manière directionnelle. Dans ce type de structure, les fibres peuvent être orientées stratégiquement selon les trajectoires principales de charge, ce qui permet d'augmenter la résistance dans une direction spécifique et d'autoriser une plus grande flexibilité dans une autre, de sorte que la structure cesse de se comporter comme un élément uniforme et devient optimisée pour travailler exactement sous les efforts prévus. Ce contrôle fin de la rigidité permet de concevoir des ailes plus longues et plus fines, avec un allongement plus important, ce qui réduit la traînée induite, améliore l'efficacité en croisière et diminue la consommation de carburant, bien que cette plus grande envergure implique aussi des moments fléchissants plus élevés, de sorte que la réponse ne consiste pas à augmenter la masse ou l'épaisseur, mais à permettre à la structure de se fléchir de manière contrôlée. Dans les avions modernes à fuselage large, cette philosophie devient visible en vol de croisière, où la courbure de l'aile cesse d'être un détail pour devenir une manifestation directe de la manière dont la conception privilégie l'efficacité aérodynamique et l'optimisation structurelle. En outre, les matériaux composites présentent un comportement plus favorable face à la fatigue et à la corrosion par rapport à l'aluminium traditionnel, ce qui contribue à préserver l'intégrité structurelle au cours de milliers de cycles de charge et de décharge. Dans ce même cadre, l'interaction entre les forces aérodynamiques et la déformation structurelle occupe désormais un rôle central dans la conception moderne, au point que la flexion cesse d'être considérée comme un effet secondaire et s'intègre de manière consciente dans le comportement prévu de l'aile, en faisant naturellement partie des performances attendues de l'avion. À mesure que les ailes deviennent plus longues, plus légères et plus flexibles, la perception peut suggérer que la marge structurelle est moindre, alors qu'en réalité, c'est l'inverse qui se produit. Parce que la conception moderne intègre un niveau bien plus élevé de précision dans le calcul, dans le choix des matériaux et dans la validation expérimentale, ce qui permet de travailler avec des structures plus efficaces sans réduire les marges de sécurité. Et c'est précisément cette compréhension qui change la manière dont nous observons quelque chose d'aussi quotidien qu'une aile en vol.
La prochaine fois que tu regarderas par le hublot et verras l'aile se fléchir contre le ciel, tu ne verras pas une structure à la limite, mais une structure optimisée, efficace et soutenue par des marges qui dépassent largement ce que le vol exige. Si tu souhaites continuer à découvrir la logique qui se cache derrière ce que nous tenons pour acquis dans l'aviation, abonne-toi et accompagne-nous dans les prochaines vidéos. Ici, nous continuons d'explorer l'ingénierie qui transforme des phénomènes complexes en quelque chose d'aussi apparemment simple que voler.